Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Belle Entreprise consacré à l'innovation dans la gastronomie, dans l'alimentaire et dans la cosmétique, en compagnie de Camille Etez, qui est cofondatrice de Célescreen. Bonjour. Et de Pascal Orway, qui est cofondateur d'Inoprotea France. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, Camille, quelle est l'activité de Célescreen ? Chez Célescreen, nous développons une nouvelle méthode pour évaluer la toxicité des molécules à visée de l'industrie cosmétique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, il y a deux réglementations qui s'opposent dans le secteur de la cosmétique. Il y a d'un côté une réglementation qui impose d'évaluer la toxicité pour la sécurité du consommateur. Mais depuis 2013, il y a une deuxième réglementation qui interdit les tests sur les animaux vertébrés en Europe. Et c'est une directive qui ne s'applique qu'à la cosmétique. Et donc, il y a un gap entre ces deux réglementations. Et nous, notre but, c'est de faire le pont entre les deux en proposant une alternative via l'utilisation d'un micro-organisme qui est le ver C. elegans et qui est fortement reconnu pour son homologie avec l'homme. Donc, c'est un tout petit ver. C'est ça, il fait 1 mm au stade adulte. Et sur ce verre, on peut tester des molécules pour savoir si elles seront nocives ou pas auprès de l'être humain. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on se base vraiment au niveau de la molécule et pas au niveau du produit fini. Dans votre crème solaire, si je prends un exemple concret, il y a plus de 60 molécules. Et bien, chacune de ces molécules, elles ont dû être testées avant de pouvoir être mises sur le marché. Et nous, on intervient au test de ces 60 molécules pour valider qu'elles ne sont pas toxiques derrière sur le produit fini. Le verre, c'est vraiment l'avenir de l'homme, puisque quelle est l'activité d'Inoprotea France ? Alors Inoprotea France, nous sommes éleveurs, transformateurs et distributeurs d'insectes à destination de l'alimentation humaine. On travaille essentiellement sur le verre de farine, pour X raisons qu'on pourra évoquer. Et aujourd'hui, on propose, pour réhabituer le consommateur à manger de l'insecte, on propose des produits apéritifs, donc des verres de farine déshydratés nature ou aromatisés, avec des aromatisations qui vont bien avec certains breuvages pour l'apéritif. Pourquoi se réhabituer ? Eh bien, se réhabituer parce qu'on considère en Europe, en tout cas au Moyen-Âge, que par exemple les Grecs et les Romains mangeaient de l'insecte assez régulièrement. Il n'y a pas si longtemps que ça, les paysans, pour cause de famine certes, mangeaient aussi de l'insecte. Donc en Europe, quand on dit que c'est culturellement très loin, ce n'est pas complètement vrai. On en a déjà mangé. On l'a juste oublié parce qu'on a profité un peu plus de la viande. Aujourd'hui, c'est juste une question de se réhabituer à manger de l'insecte. Ces deux activités assez originales, comment vous avez eu l'idée de créer votre activité donc autour du test sur ce Elegant verre ? Alors, moi, j'ai d'abord fait une école d'ingénieur et j'ai fait à la fin de mes 3 ans, donc l'équivalent de la L3, j'ai décidé de me spécialiser en marketing de l'innovation et également de prendre des cours additionnels en entrepreneuriat. Et dans ces cours-là, j'ai rencontré un apporteur d'affaires qui était Philippe et qui est l'inventeur de la technologie et du brevet sur lequel repose notre technologie. Et on a collaboré ensemble pendant mes 2 dernières années d'école d'ingénieur. Et on a décidé à la fin de se lancer sur la création de cette société, puisque nous avons été incubés à Agoranov, en plein cœur de Paris. Et vous, Pascal, c'est aussi un apporteur d'affaires qui est venu avec une bonne idée ? Non, pas du tout. C'est une journée de farniente où j'ai écouté la radio. Et en fait, j'ai entendu une émission sur les problèmes d'apport en protéines dans les années à venir. Et le fait que l'insecte pourrait être une solution, et en plus de ça, une solution écologiquement viable. Donc, plusieurs choses ont résonné. D'abord, effectivement, c'est cette dimension environnementale qui est pour moi très importante. Le fait qu'on soit sur une filière complètement innovante où on a vraiment tout à inventer. Et puis, dernière chose, le fait qu'effectivement l'insecte est une bonne réponse au niveau nutritif sur l'apport en protéines. L'innovation, c'est un enjeu. Est-ce que c'est difficile pour les entrepreneurs d'innover ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Alors, rencontrer des difficultés, bien évidemment, comme tout entrepreneur. On est rempli de doutes au quotidien. Par contre, toute difficulté est surmontable. À chaque problème, il y a une solution. Et le but de l'entrepreneur n'est pas de dire il y a un problème, mais c'est de dire il y a un problème. Solution 1, solution 2, solution 3, on prend laquelle ? Mais au-delà de ces bonnes intentions et de cette volonté, est-ce que quand on est dans le domaine de l'innovation, sur l'innovation, il y a des difficultés particulières qu'un entrepreneur plus classique ne va pas rencontrer ? Oui, c'est évident. Il y a des difficultés qu'on rencontre d'un point de vue technologique. Il y a des barrières à l'entrée qu'il faut passer.
notamment sur la protection industrielle, sur la protection de la techno, sur le développement de la techno. Quand on part sur une entreprise biotech, en règle générale, on a 2 à 3 ans de développement, et pendant ces 2 à 3 ans de développement, il faut quand même avoir des ressources en financement. Donc bien sûr, ça fait partie des difficultés qu'il faut analyser avant de se lancer, mais il y a plein de ressources en France qui permettent de passer ces barrières, notamment via la BPI, qui subventionne beaucoup les entreprises technologiques. Vous, Pascal, vous êtes à la fois sur le secteur de l'innovation, mais aussi de l'alimentaire. Est-ce que, au carrefour de ces 2 routes, il y a des difficultés là aussi que vous avez pu rencontrer pour commercialiser le verre de farine? Oui, effectivement. Nous, la difficulté essentielle aujourd'hui dans cette activité, c'est une difficulté législative, puisque aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit de commercialiser de l'insecte. Donc voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, est-ce qu'on développe une société pour l'instant en R&D sur 2-3 ans, où on peut commercialiser, par quel biais, etc. Donc ça pour nous, c'est la difficulté majeure, alors que le produit, quand on est amené à organiser des dégustations scientifiques, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser, les produits par rapport aux clients, par rapport aux consommateurs, ils sont reçus avec ferveur. Les gens aiment beaucoup le goût du verre de farine déshydraté. Les gens de l'agroalimentaire sont très 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 intéressés. Ils sont un petit peu dans les starting blocks en attendant que ça se développe. Donc voilà, pour nous, essentiellement, c'est cette barrière sur laquelle il faut effectivement qu'on travaille en faisant du lobbying, en allant voir les politiques et en essayant de faire avancer le bateau un petit peu plus vite, parce que c'est vrai que sur la législation, aujourd'hui en France, c'est un peu lent, quoi. Et vous avez bon espoir? Il y a un calendrier pour faire bouger cette législation? Alors il y a un calendrier effectivement pour faire bouger cette législation. Jusqu'à hier, l'insecte ne faisait même pas partie des aliments. Aujourd'hui, il y a eu une avancée puisque l'insecte est considéré comme aliment. Donc on va pouvoir faire une demande de dossier Novel Food et probablement avoir une réponse plus rapide que ce qu'on aurait pu faire il y a quelques mois. Et puis très clairement, en Europe, en tout cas en Belgique par exemple, il y a une autorisation de consommation de 10 insectes. En Suisse, il y a aussi une autorisation de consommation d'insectes. Alors on n'est pas dans l'Europe, mais on est sur une culture par rapport à la nôtre qui est quand même assez similaire. Donc oui, ça bouge. On espère que d'ici 1 an, il va se passer des choses assez concrètes sur le territoire. D'ici 1 an, on aura dans nos assiettes, élevés en France, prêts à déguster des verres en apéritif et tout au long du repas. L'entrepreneur souvent est isolé, il y a quelques difficultés. Est-ce que vous êtes accompagné pour vous sortir des guet-apens que vous pouvez, guet-apens, le mot est un peu exagéré, que vous pouvez rencontrer sur la route de l'entrepreneuriat? Oui, pour moi, monter une entreprise, c'est avant tout être accompagné, c'est essentiel. En France, comme on l'a dit, il y a plein de structures qui nous permettent d'être accompagnés au quotidien, de challenger notre business plan, nos plans financiers. Mais ce que je pense qui est surtout essentiel, c'est d'être accompagné en tant qu'entrepreneur et pas qu'en tant qu'entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, c'est d'avoir des personnes de confiance pour constituer un board, c'est-à-dire des personnes rapprochées qui vont nous aider au quotidien et qu'on va pouvoir solliciter aussi bien sur la stratégie que sur le scientifique. Et lorsqu'on va rencontrer, par exemple, les difficultés dont on a discuté technologiques, on va pouvoir dire on a solution 1, solution 2, solution 3, on en discute, laquelle est la plus optimisée. Et ce board, donc ces personnes qui vous coachent un petit peu, comment vous les avez déjà, combien sont-elles et comment vous les avez trouvées, sélectionnées? Alors nous, on a 2 personnes en scientifique et 4 personnes en stratégique. La première personne est une personne que j'ai rencontrée lors de ma spécialisation en entrepreneuriat. Il intervenait dans ce cursus-là et on a noué des liens et du coup il s'est intéressé au projet, il a continué de nous suivre. Et puis par la suite, LinkedIn est votre meilleur ami. Et donc vous tapez les mots-clés et vous regardez, vous shortlistez des gens, vous les contactez en leur disant, présentant le projet, leur demandant si ça les intéresse. Et puis en règle générale, les gens sont assez intéressés et souhaitent accompagner les jeunes entrepreneurs. Et après, c'est des mécènes, c'est-à-dire qu'ils font du bénévolat quand ils font ce travail qui est fondamental? Alors au début, oui. Nous, pour l'instant, c'est un board, donc ce qu'on appelle advisory board, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu juridiquement. En revanche, là, on est en pleine levée de fonds. Et à cette levée de fonds, un conseil d'administration va être créé. Et à ce moment-là, les gens du board, en règle générale, prennent des places au conseil d'administration qui deviennent des structures juridiques et qui donc prennent des participations au capital.
Pascal, vous avez un board pour aider. Vous êtes 3, hein, je crois. On est trois fondateurs. cofondateurs. Nous, notre parcours a été un peu différent. On l'a fait d'une manière un peu plus classique, on va dire, c'est-à-dire salon de l'entrepreneuriat, salon de l'entreprise. Et donc, on a rencontré un certain nombre d'acteurs. Donc effectivement, vous l'avez dit, il y a pas mal de réseaux d'accompagnement. Très difficile quand même de faire le tri, de se repérer, de faire le tri. Ça prend quand même pas mal de temps pour avoir le bon interlocuteur. Mais ce qui est clair, et pour rebondir sur ce que dit Madame, c'est de toute façon, dans une structure, c'est une personne qui va pouvoir vous challenger. Bon, et celle-là, il faut la trouver. C'est pas forcément toujours simple, mais voilà, il faut s'armer de patience et puis taper à une porte, taper à une autre. Et puis au fur et à mesure, le réseau se resserre et on finit par trouver des bons interlocuteurs. Mais c'est quand même un long travail. Est-ce que Innoprotea France a trouvé cette personne qui vous challenge et qui est-elle? Alors Innoprotea France a trouvé plusieurs personnes qui nous ont challengés, notamment via BGE, avec qui on a travaillé par exemple sur le premier business plan, business model, avec une personne super compétente qui était vraiment très chouette. Et puis après, au fur et à mesure, effectivement, on a présenté notre dossier à la Technopole de Nantes qui s'appelle Atlampol. On a été donc retenu et incubé, donc ce qui veut dire un suivi pendant 5 ans, à la fois logistique et financier. Donc ça c'est essentiel. Puis en plus, ça permet de faire un peu le tri dans sa tête et puis de ranger un petit peu les choses dans le bon ordre. Parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est quand même pas simple. Et puis, grâce à Atlampol, on a effectivement accès à des réseaux comme le réseau Entreprendre, le réseau BPI. J'en oublie certainement et je m'en excuse. Et à la fois, c'est vrai qu'il y a ces réseaux nationaux et puis sur chaque territoire, il y a plein d'entités qui se développent. Donc il faut... Je pense que vous allez confirmer ce constat. Ça vaut, même si ça prend du temps, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ces structures, de trouver la bonne pour se faire accompagner et faire croître son projet. Oui, de toute façon, il faut trouver tous les bons interlocuteurs. Et nous, par exemple, on a eu effectivement plusieurs aides financières à travers le chèque territoire innovation. Donc ça, c'est des aides de région. Et puis, ce qu'on appelle le PTI, donc premier pas territoire innovation. Donc pareil, des financements publics. Et c'est essentiel parce que c'est vrai que ça crée aussi un réseau local. Et à partir du moment où on a l'intention de développer une activité économique sur le territoire, c'est essentiel de rentrer en contact avec la région. Pour terminer, et au-delà de l'accompagnement, quels conseils vous pourriez donner à ceux qui nous regardent pour leur donner envie d'entreprendre ou pour ceux qui ont déjà cette envie, pour les aider? Alors conseil, je pense que c'est quand même l'accompagnement. Et pour entreprendre, c'est quand même une aventure. C'est pas un sprint, hein, c'est vraiment une course de fond. Une course de fond. Donc amusez-vous, parce que sinon c'est fatigant. Alors c'est une course de fond dans laquelle il faut courir quand même assez vite, et longtemps. Non, je crois qu'il faut, au-delà de tout ça, je pense qu'il faut déjà trouver une idée qui vous motive. L'essentiel, c'est la motivation, parce qu'effectivement, c'est pas simple, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est compliqué de trouver les interlocuteurs. On peut effectivement se confronter à des histoires de législation, par exemple. Il faut être pugnace, ça c'est clair et net. Il faut être motivé et surtout, il faut avoir une volonté de dynamiser un territoire ou dynamiser une région. Camille, vous l'avez dit, vous êtes à la recherche de fonds. Vous faites une levée de fonds. Est-ce que Innoprotea recherche aussi des financements actuellement? Oui, tout à fait. Là, on est effectivement, donc, comme je vous le disais, en relation avec le réseau Entreprendre qui va, je l'espère, nous financer une partie de la R&D. On en est sûr, ils vont vous financer. Le BPI aussi. Et puis, effectivement, via une entreprise de crowdfunding qui s'appelle My New Startup, une entreprise nantaise, on va chercher effectivement à lever entre 200 000 et 300 000 euros dans l'année à venir. Donc si jamais, au grand jamais, il y a des financeurs, des investisseurs qui nous regardent, vous pouvez financer ces deux belles et prometteuses entreprises. Alors pour en savoir plus sur Célescreen, il y a un site internet. Il y a le site internet, Twitter, LinkedIn. Voilà, célescreen.com. Célescreen.com. Et Innoprotea France a des pages Facebook, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un site internet, si. Pas encore. Il est en cours de fabrication, il sera bientôt fabrication. En ligne, mais sinon pour avoir le plus d'informations, les pages Facebook Les pages Facebook, ou alors vous nous envoyez un petit mail, innoproteafrance@gmail.com et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les deux, bonne continuation. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.